Alors aujourd'hui, justement, on va plonger dans cette histoire fascinante, des origines les plus anciennes jusqu'à maintenant à l'ère numérique. L'idée, c'est de voir comment cet outil a évolué et surtout comment il a façonné nos sociétés, nos économies. Oui, décrypter un peu tout ça en s'appuyant sur pas mal de sources qui retracent cette histoire. Alors, par où on commence? Le tout début, avant la monnaie? Ben oui, commençons par là. Le troc, l'échange direct. Un bien contre un autre, un service contre un bien. Simple, en apparence. Très simple, mais vite limité, quoi. Il faut trouver la personne qui veut exactement ce que tu offres au moment où tu en as besoin. Pas évident. La fameuse double coïncidence des besoins. Exactement. Donc pour dépasser ça, on a commencé à utiliser des intermédiaires, des sortes d'objets-valeurs. Comme les coquillages. J'ai lu ça quelque part. Oui, les coquillages, le bétail aussi, très longtemps, Oui. ou même le sel. D'ailleurs, le mot salaire, ça vient de là. Ah oui, c'est vrai. Une première étape vers une valeur un peu plus universelle, en somme. C'est ça. Mais la vraie standardisation, on la voit arriver plus tard, en Mésopotamie. Avec l'orge et argent, c'est ça? Oui. L'orge pour les échanges courants, locaux, et puis des lingots d'argent pesés pour les transactions plus importantes, le commerce à plus grande échelle. Donc, pas encore des pièces, mais déjà une unité de compte. Tout à fait. Une unité de compte stable, reconnue. Ça change tout pour le commerce, mais aussi pour l'administration, les impôts, les temples. La comptabilité devient possible à grande échelle. Et le vrai saut qualitatif, alors, ce sont les pièces métalliques, avec un poids et une marque garantie. Voilà. Direction la Lydie, en Anatolie actuelle, vers 700 avant Jésus-Christ. Lydie. Ok. Là, ils ont l'idée de frapper des morceaux d'électrum, c'est un alliage naturel d'or et d'argent, avec un poids défini et un symbole officiel. Et c'est l'État qui garantit. C'est ça le point clé. L'autorité émettrice, le roi ou la cité, garantit la valeur. Ce n'est plus seulement le poids du métal qui compte, c'est la confiance dans cette garantie. Ça a dû faciliter énormément les échanges. Ah oui, ça s'est répandu très vite en Grèce, puis à Rome avec les dinars, les sesterces. Ça a permis d'unifier économiquement de vastes empires. La monnaie devient un outil de pouvoir aussi. D'accord. Donc on a le métal, et après il y a cette idée encore plus abstraite, le papier. Ça vient d'où ça? Porter des tonnes de pièces de cuivre lourdes et peu pratiques pour le commerce à longue distance, les marchands puis l'État ont inventé des certificats de dépôt. En gros, les ancêtres du billet de banque. Une dématérialisation avant l'heure, en quelque sorte. Complètement. Ça montre une sophistication économique assez étonnante pour l'époque. Et l'Europe, pendant ce temps? Elle met du temps à adopter le billet. Oui, beaucoup de temps. La méfiance est grande, mais on développe d'autres outils. Au XVIIe siècle, par exemple, les lettres de change deviennent courantes pour les paiements à distance. Les premières banques modernes apparaissent aussi. Et les premiers billets européens, c'est Stockholm, en Suède, en 1661. Mais ça a du mal à prendre au début. Il faudra attendre et surtout l'établissement de systèmes plus stables, comme l'étalon or, adopté par la Grande-Bretagne en 1816. L'idée, c'est de lier la valeur de la monnaie à un poids fixe d'or détenu par la Banque centrale. D'accord. Un gage de stabilité? Et ce système, il inspire d'ailleurs les accords de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale en 1944. Exactement. Le système de Bretton Woods repose sur le dollar américain, seule monnaie convertible en or à un taux fixe. Les autres monnaies sont liées au dollar. Mais ce lien alors, il ne tient pas éternellement. Non. C'est un moment absolument crucial dans l'histoire monétaire. En 1971, le président américain Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar en or. C'est la fin de Bretton Woods. Et qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique qu'on entre de plein pied dans le système qu'on connaît aujourd'hui, celui des monnaies fiduciaires, ou fiat money en anglais. Leur valeur ne repose plus sur un métal précieux, mais uniquement sur la confiance qu'on accorde à l'État et à la banque centrale qui les émette. La confiance devient la clé de tout. Absolument. C'est un changement fondamental. Et cette époque voit aussi une autre forme de dématérialisation s'accélérer. Les cartes de paiement? Apparues dès les années 50-60, mais qui se généralisent. Et puis, plus près de nous, l'euro. D'abord une monnaie de compte en 1999, puis les pièces et billets en 2002. Voilà. Et la digitalisation, elle, prend une ampleur folle avec le XXIe siècle. L'année 2009 est marquante. Bitcoin. Oui, Bitcoin, oui. Créé par le mystérieux Satoshi Nakamoto. C'est la première crypto-monnaie décentralisée. Elle fonctionne grâce à la technologie blockchain, un registre public, distribué, sécurisé. Sans banque centrale, sans État derrière. Ça vient bousculer le paysage, remettre en question le monopole des États sur la monnaie. Tout à fait. C'est une rupture potentielle majeure.
tellement que ça pousse les banques centrales elles-mêmes à réagir. C'est là qu'interviennent les projets de monnaie numérique de banque centrale, les MNBC. Précisément, on parle de l'euro, du yuan numérique. L'idée, c'est de proposer une version digitale de la monnaie officielle, garantie par l'institution centrale pour contrer peut-être les cryptos privés et s'adapter aux nouveaux usages. On est vraiment dans une période d'expérimentation intense, on dirait. Ah, ça oui. On vit une transformation rapide. Paiement sans contact, appli mobile, crypto, MNBC, ça bouge très vite. C'est incroyable de retracer tout ça. Finalement, de l'orge en Mésopotamie, de l'or en Lydie. Et ça nous amène à une question pour l'avenir, peut-être. Alors que cette dématérialisation s'accélère encore et encore, qu'est-ce que ça va changer, au fond, pour notre rapport à la richesse, pour les échanges mondiaux, pour la souveraineté des États face à de nouveaux acteurs ? C'est toute la question. L'histoire continue et les prochains chapitres s'annoncent passionnants.